Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent La tentation du pardon de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Ayant quitté son appartement dans les temps pour arriver à l'heure à son rendez-vous avec son supérieur à la questure, Brunetti avait pris place à l'arrière d'un vaporetto numéro 1 et feuilletait distraitement Il Gazzettino du jour. Conscient, sans lever les yeux, que l'embarcation venait de quitter la Salute pour gagner l'arrêt de San Marco Vallaresso, situé sur le côté opposé du Grand Canal, il sentit le bateau ralentir dans un grondement de machine. Son radar vénitien, pareil à celui d'une chauve-souris, lui signala qu'ils étaient encore loin de la rive gauche et que le bruit du moteur aurait donc dû rester le même. Peut-être le capitaine avait-il essayé de contourner un obstacle flottant sur leur chemin. Brunetti baissa son journal, leva les yeux, mais ne vit rien. Ou plus précisément, son regard rencontra un mur de grisaille qu'il reconnut aussitôt comme un banc de brume venant dans leur direction. Il avait du mal à y croire. Il était parti de chez lui moins de 20 minutes plus tôt par un temps parfaitement clair. On eût dit que pendant qu'il parcourait un article sur le dernier échec en date des digues du Mosée, après plus de 30 ans de projets et de malversations, quelqu'un avait tiré un épais rideau gris devant son vaporetto. Du brouillard en novembre était à prévoir, d'autant plus qu'il avait fait très froid cette semaine-là. Brunetti jeta un coup d'œil au passager assis à sa droite, mais celui-ci était si captivé par l'écran de son téléphone qu'il n'aurait pas remarqué un vol de séraphins descendu des cieux pour escorter leur bateau. Le pilote stoppa le vaporetto à quelques mètres de la muraille de brume et le moteur passa au point mort. Brunetti entendit une femme murmurer derrière lui « Oh Dio !» avec une certaine surprise, mais sans crainte. Sur la rive gauche, le commissaire distinguait encore l'hôtel Europa et le Palazzo Treves, mais Ca' Giustinian semblait avoir été happée, elle aussi, par le brouillard dense qui enveloppait le Grand Canal. L'homme installé à ses côtés finit par lever les yeux de son portable et regarda fixement devant lui, puis reporta son attention sur le petit écran au creux de sa main. Brunetti plia son journal et se retourna. À travers la porte vitrée, il vit des bateaux venir vers eux et d'autres s'éloigner vers le pont du Rialto. Un numéro 2 quitta l'arrêt Accademia en se dirigeant vers le vaporetto, mais ralentit et sembla s'arrêter. Brunetti entendit alors klaxonner un taxi quelques instants avant de le voir faire une embardée pour éviter le numéro 2 à l'arrêt et continuer vers eux à pleine vitesse. Lorsqu'il le dépassa, Brunetti eut le temps de distinguer le chauffeur qui s'adressait à une blonde se tenant debout dans son dos et dont la bouche s'ouvrit en un cri qui força aussitôt l'homme à regarder de nouveau devant lui. Le visage impassible, il reprit la barre juste à temps pour éviter la proue du numéro 2 et disparut dans la nappe de brouillard. Le commissaire se leva, passa devant son voisin et sortit sur le pont, guettant le bruit d'une collision, mais il n'entendit que le taxi qui s'éloignait. Le vaporetto ralluma son moteur et glissa vers l'avant. De là où il se tenait, Brunetti ne voyait pas tourner le radar sur le toit de la cabine, mais ce devait être le cas, sans quoi repartir eût été trop risqué. Puis, comme à bord d'un navire magique dans un roman d'aventure, ils traversèrent le rideau gris sans difficulté, et le soleil leur fut rendu. Dans la cabine de pilotage, le second, tout à fait détendu, s'était à demi adossé à la vitre, tandis que le capitaine, au gouvernail, fixait l'horizon. Le long du quai, les palais libérés de leurs drapés brumeux
défilait lentement vers la gauche, tandis que le Vaporetto gagnait l'arrêt San Marco Vallaresso. Derrière Brunetti, la porte s'ouvrit, et les passagers lui passèrent devant pour aller s'entasser face au bastingage métallique. Le second le fit coulisser au moment où le Vaporetto accostait. Des gens descendirent, d'autres montèrent, la barrière fut refermée, et le bateau repartit. Brunetti se retourna vers l'Accademia, mais toute trace de brume avait disparu. Des bateaux circulaient dans les deux sens. Devant eux s'étendait le Bacino, et sur la gauche, la basilique, la Marciana et le palais des Doges se tenaient sagement à leur place, tandis que le soleil matinal continuait à dissiper les ombres de la nuit. Le commissaire jeta un œil dans la cabine, en se demandant si ceux qui s'y trouvaient avaient vu la même chose que lui, mais il ne se souvenait plus des visages présents au moment où il avait aperçu le brouillard. Il aurait pu leur poser la question, mais il y renonça, à l'idée des regards qu'on lui aurait lancés. Il effleura le bastingage, qui n'était pas humide, tout comme le pont. Le soleil brillant réchauffait la manche droite de son costume bleu foncé jusqu'à l'épaule. L'air était frais et sec, le ciel sans nuages. Il descendit à San Zaccaria, en oubliant son journal à bord, et regarda le bateau s'éloigner, emportant avec lui tout espoir de confirmer sa vision. Après avoir lentement longé la riva, lassé de se perdre en conjectures impénétrables, le commissaire se concentra sur les tâches qui l'attendaient à la questure. La veille, il avait reçu dans l'après-midi un email de son supérieur, le vice-questeur Giuseppe Patta, le convoquant dans son bureau le lendemain matin. Aucune justification, ce qui était normal. Un ton courtois, ce qui ne l'était pas. Le comportement du vice-questeur était typique d'un homme ayant fait ses classes au sein de la bureaucratie gouvernementale. Il se disait plus affairé qu'il ne l'était, il ne manquait jamais une occasion de s'attribuer personnellement les compliments adressés à l'organisme pour lequel il travaillait. Il était passé maître dans l'art de rejeter la faute ou la responsabilité du moindre échec sur les autres. Cependant, malgré son ascension fulgurante au sein de la hiérarchie, il occupait le même poste depuis des décennies, ce qui pouvait surprendre. La plupart des hommes qui atteignaient son grade continuaient à progresser, rebondissant de province en province, de ville en ville, jusqu'à ce qu'une promotion de fin de carrière les mène à Rome, où ils avaient tendance à s'incruster tels de gros grumeaux à la surface d'un yaourt, privant leurs subordonnés d'air, de lumière et de toute possibilité de gravir les échelons. À l'instar d'un trilobite du Cambrien, Patta avait fait son trou à la questure de Venise et était devenu une sorte de fossile vivant. Avec lui, pétrifié dans la même strate, se trouvait son assistant, le lieutenant Scarpa, comme lui, un natif de Palerme, lui ayant préféré ses nouveaux pâturages. Les commissaires allaient et venaient. 3 différents questeurs s'étaient succédés depuis que Patta était en poste à Venise. Même les ordinateurs avaient été remplacés 2 fois. Mais Patta restait tel une moule accrochée à son rocher, indifférent aux vagues qui le laissaient intact et bien en place, avec son fidèle lieutenant à ses côtés. Et pourtant, ni Patta ni Scarpa n'avaient jamais témoigné le moindre enthousiasme ou affection quelconque envers Venise. Si quelqu'un disait que Venise était belle, on se risquait même à la qualifier de plus belle ville du monde. Scarpa et Patta échangeaient un regard rempli d'une désapprobation tacite. Peut-être, semblait-il penser tous deux, mais avez-vous déjà vu Palerme ? Ce fut la secrétaire de Patta, la signorina Elettra Zorzi, qui salua Brunetti lorsqu'il entra dans le bureau d'où elle surveillait celui du vice-questeur. « Ah, commissaire, le vice-questeur a appelé il y a quelques minutes et m'a demandé de vous dire qu'il serait bientôt là. »